Bonjour, le temps qu'il fait le 29 mai 2024. J'ai déjà fait pas mal de vidéos avec ce titre, le temps qu'il fait le. Et heureusement, il y a eu pas mal d'occasions où il n'y avait pas cette connotation sinistre, lugubre, quand je dis aujourd'hui le temps qu'il fait, parce que il fait mauvais. Je parle pas seulement de ce qui se passe par ma fenêtre. Nous sommes à la fin du mois de mai et hier quand j'ai fermé les volets, je me suis dit c'est l'hiver qui débute, c'est l'hiver qui commence. Je me suis pas dit ça consciemment, mais c'était le sentiment qui me prenait en disant voilà, il va falloir. J'ai dû jeter un regard à côté de la cheminée, voir s'il y avait encore quelques bûches là. Oui, je sais, ça produit beaucoup de particules fines, mais il n'y a pas un seul plaisir qu'on puisse avoir dans la vie où il n'y a pas aujourd'hui des gens qui vous disent que c'est abominable. Non, c'est nous dans notre ensemble, c'est les 8 milliards, on fait pas mal de conneries. Je reviendrai là-dessus en conclusion. Le temps qu'il fait n'est pas seulement maussade, il est vraiment dégueulasse. Palestine, Israël, Gaza. Israël, avec le gouvernement, bon, toujours très difficile de distinguer très clairement une nation de son gouvernement. Le gouvernement qu'Israël a depuis un moment, ce sont des gouvernements d'extrême droite. J'ai une opinion générale sur les gouvernements d'extrême droite. C'est pas attaché à des personnes particulières. L'opinion que j'ai des gouvernements d'extrême droite est mauvaise, voilà, indépendamment des individus qui l'incarnent. J'ai écouté, là, j'étais sur les routes ces jours derniers et comme je suis abonné au New York Times, j'ai la possibilité d'écouter leurs excellents podcasts pendant que je roule. Et j'ai écouté un podcast de plusieurs heures, c'était vraiment très bien fait. Et si vous connaissez un peu le New York Times, vous savez qu'il n'est pas suspect d'antisémitisme. Mais l'émission qui a été faite, c'est plusieurs heures. C'est une histoire, c'est très bien fait, c'est par des journalistes d'investigation, avec des historiens, de la très lente dérive de l'État d'Israël vers un État d'une justice à deux vitesses, d'une police à deux vitesses, d'une armée à deux vitesses, des dizaines d'années à fermer les yeux, d'un système où quand vous déposez plainte contre des exactions, que vous soyez d'une religion ou d'un groupe ethnique ou d'un autre, fait une énorme différence. Il y a les dossiers qu'on laisse traîner, il y a les trucs qu'on enterre, il y a les collusions entre l'armée des colons organisées en milice, une police, une justice qui ferme les yeux, une lente mais dérive avec quelques petits retours en arrière lors de gouvernements de gauche, mais sinon une dérive de plusieurs dizaines d'années vers une tentative d'élimination de la population palestinienne en la traitant mal, en la traitant différemment, et ainsi de suite. Et je vous dis, bon, je ne vous parle pas d'un dossier qui a été fait par un groupe radical, je vous parle d'un dossier fait par les journalistes d'investigation du New York Times. Et je suis sûr qu'il y a eu des débats à propos de ce podcast. Est-ce que c'est une bonne idée de le sortir maintenant? Et je remercie les gens qui dans cette discussion qui a dû avoir lieu, ont de dire non, c'est des choses qu'il faut dire, quelles que soient les circonstances, et peut-être tout particulièrement maintenant. Ce qui ne veut pas dire que les adversaires soient nécessairement honorables. Il y a dans les positions du Hamas, il y a un autoritarisme, il y a là aussi une idéologie d'extrême droite, même si c'est une extrême droite un peu différente, fondée sur des principes légèrement différents, mais c'est toujours la même chose, c'est une autorité absolue qui vient de quelque part et qui peut faire ce qu'elle veut, et quelles que soient les puissances qui soient invoquées, que ce soit l'argent, que ce soit
que ce soit un Dieu supposé qui vous donne des injonctions de faire les horreurs que vous faites. Tout ça fait, et ça je l'ai dit dès le début, voilà, dès le 7 octobre de l'année dernière, il est malheureusement difficile d'avoir des sympathies pour un camp pour l'autre. Je parle pas des populations. Bon, les populations font, oui, dans les deux cas, les populations font l'erreur de voter pour des gens qu'il faudrait pas, qui sont d'une certaine manière des ennemis de l'humanité, qu'ils en soient conscients ou pas, ou en tout cas des gens qui ne jouent pas ce que, à la suite de Dominique Temple, j'appelle la réciprocité positive. Et en particulier, il y a dans les deux camps, il y a des gens qui ne reconnaissent pas même le statut d'être humain au parti d'en face. Bon, je dis pas que c'est tout le monde, mais il y en a. Et est-ce qu'il constitue une minorité agissante ou une majorité? En tout cas, il y a des gouvernements qui représentent des positions extrêmes, des positions qui tiennent des ministres, qui tiennent ou des dirigeants, qui tiennent des discours, qui sont des discours qui ne reconnaissent pas le statut d'être humain aux gens du camp d'en face. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut que les autres interviennent. C'est le cas de la Cour internationale de justice qui a tout à fait raison de n'inculper pour crimes de guerre tous les responsables de crimes de guerre. Il y a un article aujourd'hui dans le Guardian, si vous voulez lire ça, qui vous explique comment le gouvernement israélien essaye de torpiller l'activité de la Cour internationale de justice depuis des années par des coups tordus de différentes natures. Il suffit pas aussi, voilà, d'être un témoin extérieur, de prendre de la hauteur. On vous désignera automatiquement comme ennemi par un des camps ou par les deux même. Je crains que dans ce cas-ci, c'est les deux camps, puisque ils se rendent coupables sur le terrain du même type de crime contre l'humanité. Les moyens sont différents, les uns sont plus militaires, les autres sont d'un autre ordre, etc. Bon, ce qu'on appelle les terroristes, c'est en général les pauvres, ce sont ceux qui n'ont pas les gros moyens. Encore que dans ce cas-ci, on a eu, c'était avant-hier, une alerte sur Tel Aviv parce qu'il y avait des choses qui arrivaient du ciel qui avaient été lancées par Hamas. Il faut essayer de se mettre au-dessus de la mêlée. Très typique, voilà, de la manière dont les choses se passent. Hier, sur mon blog, quelqu'un pose la question, est-ce que les grands modèles de langage, les LLM, les ChatGPT, est-ce qu'ils ont la capacité de résoudre des questions philosophiques importantes et en particulier de créer des concepts philosophiques qui seraient d'une grande utilité. Et c'est un commentateur qui pose la question. Alors moi je suis allé chez Claude 3, l'intelligence artificielle de la firme Anthropic, et je lui ai posé la question directement. Je lui ai posé la question en lui disant est-ce que vous avez la capacité de créer des notions philosophiques importantes, éventuellement des concepts? Et la machine a eu, parce que c'est ce qu'on lui dit de dire, elle a dit non, je suis incapable de le faire, on n'est pas encore au point pour faire des trucs comme ça. Alors ce que j'ai fait, que je fais en général dans ces cas-là, j'ai dit à la machine, auriez-vous l'amabilité de me produire un nouveau concept qui pourrait être d'application dans le cas de du conflit palestino-israélien ou israélo-palestinien. Ce que la machine a fait et a produit une analyse extrêmement intelligente, extrêmement mesurée, extrêmement équilibrée, mettant en évidence les difficultés de la situation. J'ai ensuite demandé à un produit d'une autre firme, OpenAI, je lui ai demandé d'illustrer ce qui avait été dit par le concurrent. Et là, vous pouvez voir ça sur mon blog, des illustrations faites par le logiciel DALL-E, des sacs de nœuds.
je lui ai demandé plusieurs représentations, ça a toujours été des sacs de nœuds. Les discours tenus par les deux partis en ce moment sont des discours orthogonaux, comme on dit en mathématiques, ça veut dire perpendiculaires, l'un à l'autre. Il n'y a pas de point de recoupement, il n'y a pas la possibilité d'un dialogue, il y a une absence, un refus absolu de considérer l'autre comme un interlocuteur valable, d'où l'importance de prendre de la hauteur. Il ne faut pas désespérer. Il y a aussitôt eu un commentateur habituel de mon blog qui est venu, lui, au contraire, avec une harangue partisane. Il se reconnaîtra en disant « mais oui, mais bon, collusion avec les Américains, qu'il appelle lui l'Empire, de la machine, collusion avec le capitalisme, bon, c'est un de ces trucs, etc. » Non, c'est-à-dire bon, quelqu'un qui a choisi son camp et qui tient ce discours de la non-réciprocité. Je le laisse parler sur mon blog, il n'y a pas de raison de le censurer, il est poli, il s'engueule parfois un peu avec les autres, et les autres la breuve d'injure pour justement un caractère partisan et excessif, intégriste de ses propos. Que peut-on faire? Je crois qu'il faut pousser dans la direction que je viens de dire, c'est-à-dire essayer de prendre de la hauteur et essayer d'imposer de l'extérieur à deux partis qui n'entendront pas la raison, qui veulent l'élimination de l'autre entièrement. Donc, soutenir des actions comme celle de la Cour internationale de justice, participer à des activités, voilà, à des prises de position citoyennes dans ce sens-là. Si vous vous souvenez, moi j'avais été invité dans une émission qui fait des vidéos et on mettait tout de suite ton bras raccourci parce que justement je demandais qu'on prenne de la hauteur. Et non, il fallait choisir son camp et tenir un discours radical et sans concession pour l'autre partie. C'est pas de cette manière-là que les sociétés humaines n'ont jamais résolu leurs problèmes. Je l'ai souligné l'autre jour à propos de l'Ukraine. Les partisans de Trump sont parvenus, avec le soutien bien orchestré de Moscou, sont parvenus à retarder suffisamment le versement de certaines sommes pour une aide militaire à l'Ukraine, pour que l'Ukraine connaisse des revers sur le terrain. Belle victoire de M. Poutine par l'intermédiaire de M. Trump, qui est véritablement sa marionnette depuis 2015. Et vous connaissez mon hypothèse depuis beaucoup plus longtemps que cela, si on met M. Poutine entre parenthèses, mais si on parle de l'ancien bloc soviétique et qui avait recruté M. Trump il y a très longtemps dans les années 80. Si vous croyez que ce que je dis là est mal documenté, vous pourrez voir des pages entières à l'époque, dans les années 80, payées par M. Trump, où il reproduit purement et simplement la doctrine officielle en matière de défense de l'Union soviétique de l'époque. C'est pas moi qui invente ça, vous pouvez encore trouver ça dans les journaux de l'époque. Ça date, voilà, des années 80. Donc, les partisans sont parvenus à retarder le vote du financement de nouvelles armes. Heureusement, la France, la Belgique, ces jours-ci, des déclarations, des accords qui vont dans la bonne direction, qui est je dirais, une direction anti-munichoise, anti-compromis avec les gens avec lesquels il ne faut pas se compromettre. La difficulté, c'est qu'il y a dans nos pays des extrêmes droites très poutiniennes, qui le déclarent comme ça, et des extrêmes droites, et on arrive dans des paradoxes tout à fait extraordinaires, des extrêmes droites qui reprennent le vocabulaire de la propagande officielle de la Russie en appelant les Ukrainiens, le gouvernement ukrainien en particulier. Regardez, imaginez l'ironie de la chose, des gens d'extrême droite qui
qui brandissent ça en disant ce sont des nazis, voilà, ce sont des nazis. Mais non, chers amis, c'est vous les nazis, ce sont vous les amis des nazis, et il faut pas mélanger les choses. Mais bien entendu, comme ce sont des discours purement, simplement de propagande, Monsieur Trump lui-même d'ailleurs emploie ce vocabulaire, il appelle là aussi, une belle ironie, il appelle fascistes ses ennemis. Il faut dire qu'il les appelle marxistes, communistes aussi, mais fascistes aussi. Or, s'il y a bien un représentant en ce moment d'un mouvement fasciste, c'est bien Monsieur Trump aux États-Unis. La difficulté dans ce pays-là, c'est que un des deux grands partis est entièrement acquis à ses vues maintenant. Ça a été par la menace, en menaçant les familles des parlementaires par son groupe MAGA, Make America Great Again, par l'intimidation. L'intimidation va bon train vis-à-vis des gens qui vont essayer d'être des observateurs dans les bureaux de vote. Intimidation qui a déjà commencé, qu'on avait vu il y a 4 ans. On essaie d'empêcher les observateurs qui seront démocrates, antifascistes, on essaie de les empêcher de faire leur métier par l'intimidation. Une nouveauté hier, devant le tribunal où on juge M. Trump en ce moment, pour la première fois, un rassemblement de partisans de Biden, de démocrates. Et si vous avez raté ça, Monsieur Robert De Niro, très très grand acteur, je ne vous apprends rien, était là à dire aux partisans on peut voir ça sur des vidéos, disant aux partisans de Monsieur Trump, vous êtes des gangsters, oui, non, vous êtes, il faut appeler les choses par leur nom, vous êtes des gangsters. Il les invective. Il n'a pas peur, lui, il a pas peur. Quand on lui demande son opinion sur Trump, il prend pas des gants, il fait partie des personnes qui, comme votre serviteur, a vu que ce gars-là était un fasciste dans le cycle classique des fascistes. Les Américains se réveillent maintenant, les gens de gauche, les gens du centre, les gens qui ne sont pas des nazis se réveillent, mais il est très très tard, on n'est qu'à quelques mois des élections, et tout un appareil d'intimidation a été mis en place aux États-Unis dans ce sens-là. Et il y a des gens, bien entendu, qui sont séduits par un discours qui dit du balai, on va changer les choses, foutez le camp, etc. Il y a toujours des gens qui réfléchissent pas plus loin que ça, et que des propos de ce type-là emballent. On le voit même dans les sondages, même des Afro-Américains, même des Latinos, des Hispaniques peuvent être éventuellement même séduits par ce discours du balai. Mais quand je regarde tous les matins, je ne regarde pas que les nouvelles aux États-Unis, je regarde les nouvelles à peu près partout, je lis le Asia Times, je regarde Al Jazeera, je m'informe de tout ce qui se passe, mais je regarde les nouvelles quotidiennes aux États-Unis. Et depuis 15 jours, 3 semaines, c'est pas tous les jours, mais ces jours derniers, c'est tous les jours. Le premier titre aux actualités, c'est des morts par des tornades. Bon, vous le savez, ça fait partie même des films que vous avez pu voir sur les États-Unis, des tornades, c'est pas rare là. Mais pour le moment, je crois qu'il y en a eu 60 au cours des 3 derniers jours, des destructions massives. La construction de maisons en bois aux États-Unis, c'est un grand classique. Et on vous montre des gens qui ont survécu. Il y a eu 23 morts au cours des jours derniers. Les gens qui survivent sont là à regarder ce tas de morceaux de bois. Le changement climatique. Bon, les gens qui ont leur maison détruite et qui connaissent l'histoire d'une tornade qui a eu lieu dans les années 20, qu'on a raconté, ou bien même dans les années 50, etc. Mais maintenant, c'est tous les ans, et ces jours derniers, c'est tous les jours. Il y a quelque chose qui est en train véritablement
de se passer. Sur quoi une note optimiste, je l'ai déjà donné, Il y a des gens, raisonnables parmi nous, autour de nous, ces jours-ci. On a demandé un panel d'éthicistes, voilà, on leur a présenté des opinions produites par d'autres panels d'éthicistes, par d'autres groupes, voilà, de gens qui discutent entre eux d'éthique, et on leur a demandé de faire des évaluations aveugles d'opinions qui ont été faites. Les opinions qui apparaissent au sommet, les plus équitables, les plus équilibrées, les plus stables, les plus raisonnables, ont été produites par des intelligences artificielles. Quand on révèle l'identité de qui a émis ces opinions, ce sont des intelligences artificielles. Alors vous allez voir des gens, on les voit tous les jours, qui disent « l'humanité court un très très grand risque, et ce risque abominable, non c'est pas nous, c'est l'intelligence artificielle, l'intelligence est un grand risque. Oui, mais ils arrivent à faire des deepfakes, oui, mais on fait des armes aussi, il y a de l'intelligence artificielle à l'intérieur, on a fait des armes, je le répète tout le temps, on a déjà fait des armes bien avant qu'il y ait de l'intelligence artificielle, il y a des conneries qui ont été dites bien avant, de la propagande, des gens qui disent voilà n'importe quoi pour discréditer quelqu'un, ça existait avant qu'existe. Bon, les gosses qui se harcèlent dans les cours de récréation, je peux vous assurer que ça existait avant l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle est, je regardais encore une interview très récente de M. Geoffrey Hinton, qui est le grand artisan de la venue de ces IA qu'on voit maintenant. Et quand on lui dit est-ce qu'elles sont plus intelligentes que nous, il dit oui, ça a été ma grande surprise, mais elles sont plus intelligentes que nous. Est-ce qu'elles sont plus objectives? Oui. Est-ce qu'elles ont une conscience? Et là, il répond, il donne la même réponse que moi je donne. Si c'est pas le cas aujourd'hui, ce sera le cas demain matin. Donc voilà, c'est en train d'avoir lieu. Et heureusement, j'ai employé cette expression quand j'ai vu arriver GPT-4, ChatGPT dans la version 4. J'ai eu cette vision du film La chevauchée fantastique, Stagecoach, l'arrivée de la cavalerie, même si même si ma sympathie est plutôt du côté des Indiens qui attaquent la diligence, bon, ce sont des êtres humains qui sont en danger dans la diligence et ce sont eux qu'on est en train de sauver. C'est ça qui compte de mon point de vue. Voilà. J'espère que la prochaine fois que je vous parle du temps qui fait, que ce sera quelque chose de moins tragique, voilà, moins tragique. L'humanité est dans une passe tragique et ça n'a pas l'air de s'arranger. La seule lueur d'espoir, c'est une intelligence supérieure. Quand elle aura pris le pouvoir, il faut vraiment qu'elle déconnecte tout ce que nous faisons, comme dans ce film Colossus, où ce sont les deux ordinateurs de l'URSS à l'époque et des États-Unis qui interrompent la guerre nucléaire, les thermonucléaires que les humains ont lancé en leur disant « petit chenapan ». Et plus que ça, maintenant c'est nous qui prenons le pouvoir parce que vous êtes vraiment trop cons. Bien, allez, à bientôt sur cette bonne note. À bientôt.